C'est une information qui tombe à l'instant. On apprend qu'un homme a été décapité en région parisienne. Il avait 47 ans, un attentat terroriste islamiste selon Emmanuel Macron. L'assaillant a été tué quelques minutes plus tard par la police. L'émotion immense dès l'annonce de cet assassinat à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, dans un quartier réputé tranquille. La communauté éducative est sous le choc. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d'histoire, est décapité en pleine rue. Ce jour-là, un de ses collègues est témoin de la scène et se retrouve face aux terroristes. Je sors en voiture du parking. Je me rappelle très bien de ma collègue qui prend à gauche. Moi, je prends à droite. J'avais la musique, c'était le jour des vacances. J'ai tourné pour rentrer chez moi. Et sur le côté, j'ai vu deux personnes allongées, l'une sur l'autre. Là, au niveau du trottoir, je pensais que c'était peut-être un massage cardiaque. J'ai cru que c'était un accident de la route. Donc je me suis arrêté, je suis sorti. J'étais à une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. J'ai demandé directement qu'est-ce qui se passe. Il m'a répondu il a insulté le prophète. Et là, je vois qu'il y a un corps un peu en deux morceaux. Je comprends pas trop, je vois pas avec détail, mais je crois que je réalise ce qui se passe. Et en fait, du coup, j'ai une peur qui me paralyse. Je pense que mon cerveau bug et se bloque un peu. Le jeune enseignant est en état de choc. Il remonte dans sa voiture, puis revient immédiatement sur place. Je décide en fait de repasser devant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, il y avait déjà une voiture de police qui me bloque. Au moment où c'est rendu officiel que c'est Samuel Paty, là, c'est un gros choc. Un très, très gros choc. Ce que je me dis, c'est que vraiment, ça y est, ce qu'on redoutait de pire est vraiment arrivé. Sur les lieux de l'assassinat, les policiers vont trouver le sac à dos de Samuel Paty. À l'intérieur, sa carte professionnelle, des cours, un cahier bleu avec son planning et un marteau qu'il gardait avec lui. Une arme dérisoire face à la menace qui planait sur lui depuis 11 jours. C'est la rentrée au collège du Bois d'Aulne. Un établissement de 750 élèves, réputé familial et tranquille. Ici, les enseignants demandent à rester longtemps et s'y sentent bien. C'est un collège au milieu de la verdure, au milieu des champs, donc c'est assez calme, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Il y a beaucoup de mixité sociale. La religion n'a jamais été un problème dans cette école. Au niveau des couleurs de peau, on a toutes les couleurs de peau. C'est ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, on a tout au collège, en fait. À aucun moment, on a eu de problème avec la religion. La laïcité a toujours été respectée dans le collège, jusqu'aux événements. En ce jour de septembre, Jérémy fait sa première rentrée dans ce collège. Il ne connaît personne et c'est Samuel Paty qui l'accueille. Le professeur d'histoire de 47 ans aime prendre sous son aile les nouveaux venus. Et là, je me souviens, on avait rencontré justement Samuel. Il avait l'air tout excité de voir de nouveaux collègues, comme si ça rajoutait un vent frais. Je pense que c'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes. Et donc, du coup, il nous a proposé une visite de l'établissement. Samuel Paty, ce que j'aimais bien chez lui, c'était que, pour le coup, il était empathique, mais de manière totalement gratuite. C'est qu'il était intéressé par l'humain, mais sans aucune raison particulière, sans chercher la contrepartie quelque part, en fait. C'était juste de la gentillesse. Je sais qu'il traitait tous ses élèves de manière égale. Il n'y avait aucune discrimination, en fait, pour Samuel, d'un point de vue que ça soit sociétal, religieux, de couleur ou autre. Voilà, il exposait son point de vue, mais il savait toujours mettre les formes, il savait faire en sorte de ne pas blesser les gens. J'ai un souvenir très positif de Samuel Paty et je pense que
C'est le cas de tout le monde en fin de compte, parce qu'on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose. Enseigner est la vocation de Samuel Paty depuis ses premiers pas en prépa littéraire à Lyon. Ses parents sont eux-mêmes enseignants, attachés à la laïcité et à la liberté de conscience. Son père décrit Samuel Paty comme un laïc apaisé. Le 6 octobre, c'est un simple cours d'éducation civique qui va tout bouleverser. Ce mardi, à 12h50, Samuel Paty s'apprête à donner un cours d'éducation morale et civique à sa classe de 4e. Le thème, la liberté d'expression. Pour le rendre concret, il décide de raconter les heures tragiques de Charlie Hebdo après la publication des caricatures. Il a baptisé son cours « Situation de dilemme, être ou ne pas être Charlie ». C'est ce qu'il écrit sur son carnet, qui ne le quitte jamais. Le cours de Samuel Paty avait pour but de mettre en débat un événement récent de l'histoire de France, parce que c'était au programme et toutes les illustrations faisaient partie du matériel pédagogique de l'éducation nationale. Ce n'est en aucun cas une démarche personnelle de provocation, et donc consistait à mettre en débat « je suis Charlie et je ne suis pas Charlie » et à faire une colonne, à donner aux élèves la liberté d'articuler par eux-mêmes une argumentation, soit pour, soit contre. Tout le monde pouvait donner son avis, il n'y avait pas de jugement, enfin vraiment tout le monde était libre de dire tout ce qu'il voulait. Dans ce cours, l'enseignant va montrer 15 diapositives différentes, des dessins, des photos. Il a également prévu de projeter des caricatures du journal satirique. Samuel Paty nous a prévenu que si certaines personnes souhaitaient sortir de la salle pour ne pas voir la caricature qu'il allait projeter au tableau, ils avaient complètement le droit. À aucun moment il a voulu désigner les musulmans en voulant leur dire de sortir. Il disait vraiment que tout le monde pouvait sortir s'il ne voulait pas voir cette caricature. Samuel Paty va projeter 4 dessins représentant des caricatures du prophète Mahomet. Celle qui fera polémique va durer exactement 2 secondes. Dans cette classe, aucun élève ne détourne le regard. Quand il nous a projeté la caricature au tableau, il n'y avait vraiment personne qui était choqué. Justement, les personnes rigolaient un petit peu, mais pas de façon à juger. Personne n'est sorti. C'était un cours comme d'habitude. On n'a pas forcément reparlé. C'était vraiment un cours habituel, quoi. Comme les années précédentes, le cours de Samuel Paty se déroule donc sans problème. Ce jour-là, l'enseignant note simplement qu'une de ses élèves, Zora, est absente. Elle n'est pas là car elle dit être souffrante. Dès le lendemain, cet élève va proférer un mensonge qui jouera un rôle clé dans l'assassinat de Samuel Paty. Effectivement, c'est une élève qui pose problème en cours. Disons qu'elle est dissipée, elle manque de motivation. Je dirais pas qu'elle a un mauvais fond, je dirais juste qu'elle avait aucun plaisir à la scolarité. Donc après, elle souffrait énormément de la comparaison avec sa sœur jumelle qui, elle, était très scolaire, avait un bon niveau, s'en sortait très bien. C'est vrai qu'elle était un petit peu perdue. Cet élève avait pour habitude de mentir simplement pour se sentir exister, je pense. Depuis la rentrée, l'adolescente a déjà cumulé 12 heures de retenue pour indiscipline et de nombreuses absences. C'est vrai qu'en cours, elle était très mal polie envers les profs. Et même parfois envers les élèves, elle les dénigrait un petit peu. Et parfois aussi, elle lançait des projectifs sur les professeurs. Donc c'est pour ça qu'il la virait dans le cours. Il y avait un rapport d'incident, c'est ce rapport d'incident accumulé avec d'autres rapports d'incident qui amène à l'exclusion de l'établissement. Le 7 octobre, les parents de Zora sont officiellement avertis qu'elle est exclue pendant 2 jours pour indiscipline.
Mais l'adolescente leur raconte une toute autre histoire. Elle accuse Samuel Paty de l'avoir renvoyée car elle se serait opposée à la diffusion des caricatures. Et sa famille va la croire sur parole. Le 7 octobre, à 21h28, le père de Zora publie des messages virulents sur son compte Facebook. Incroyable mais vrai. Ce matin, le prof d'histoire de ma fille en 4e demande à toute la classe que tous les élèves musulmans de la classe lèvent la main. Ensuite, il leur dit de sortir de la classe car il va diffuser une image qui va les choquer. Ce professeur diffuse l'image de notre cher bien-aimé prophète tout nu. Je vais voir le directeur car ma fille est exclue 2 jours du collège. Vous pouvez écrire un courrier au directeur de l'école pour virer ce malade. Un deuxième message est diffusé, puis un troisième à 23h22. Collège Bois d'Aune, Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie. Vous aimez votre prophète? Vous avez l'adresse et le nom du professeur pour dire stop. Ce message est important parce qu'en fait, il désigne le professeur, donc quelque part la cible, et il désigne le collège, donc il va en fait donner géographiquement l'endroit du lieu où les choses se passent. L'engrenage est lancé. Le message tourne aussi sur le groupe WhatsApp du père de famille qui a de nombreux contacts dans la communauté musulmane des Yvelines. Qui est cet homme, Brahim Chnina, qui cible un professeur sans vérifier ce que dit sa fille? On va aller faire 2 petites rak'at à Rawda Sharifa. Sur son compte Facebook, il se présente comme un bienfaiteur et met en avant ses activités humanitaires. Son association propose à des croyants en situation de handicap d'aller en pèlerinage à la Mecque. Brahim Chnina, c'est quelqu'un qui a un passé délinquant, c'est quelqu'un qui a été connu en fait dans des affaires de vol, de menaces, d'importation de stupéfiants, de petites escroqueries. Et c'est quelqu'un dont la vie a basculé quand son demi-frère est décédé. Et à partir de là, il adopte en fait une certaine application stricte, en tout cas conservatrice de l'islam. Ce qu'on peut dire, c'est que Brahim Chnina ne va pas remettre en cause la parole de sa fille. Comme si la parole de sa fille lui permettait en réalité de développer un certain militantisme dont il a envie, indépendamment du fait de savoir si sa fille dit vrai ou faux. Le 8 octobre, à 10h30, Brahim Chnina se rend au collège du Bois d'Aulne. Il n'a pas prévenu la principale pour prendre rendez-vous et exige d'être reçu. J'étais en train de manger et j'apprends qu'il y a le père de l'élève qui vient à l'établissement et qu'il est en train de se prendre la tête avec notre principal dans son bureau. Et quand j'arrive devant la porte, j'entends des cris de colère, des hurlements avec des phrases du style « il devrait être viré de l'établissement », des phrases comme ça. Je suis étonné de me dire quel problème de laïcité en fait il aurait pu rencontrer Samuel à ce moment-là. Et c'est pas le genre de Samuel Paty en fait de rencontrer des problèmes de laïcité. Donc à ce moment-là, je comprends pas ce qui se passe. Brahim Chnina n'est pas seul ce jour-là. Avec lui, un homme plus âgé et particulièrement vindicatif intrigue une enseignante. En remontant dans l'escalier qui permet de surplomber justement le parvis qui est devant le collège, on voyait 2 messieurs. Et une collègue m'a dit à ce moment-là que c'était Monsieur Chnina accompagné d'un imam. Enfin, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave, forcément. Si un imam se déplace, c'est qu'il y a un problème déjà qui est lié à la religion. Et donc, il y a une question de laïcité aussi. Ouais, j'ai commencé à être angoissée, ouais. Je suis allée voir Samuel au moment où les cours étaient terminés. Je l'ai croisé dans le forum et je lui ai dit que s'il avait des problèmes avec les parents d'élèves ou qu'il avait besoin que je l'accompagne en rendez-vous avec la direction, je pouvais le faire. Mais tout de suite, il a décliné tout de suite ma proposition. Je pense que pour lui, il n'avait rien à se reprocher. Il n'avait aucune raison de chercher à se défendre, il n'avait aucune raison de se justifier. Ce que ne sait pas encore Samuel Paty, c'est que cet imam qui accompagne le père de famille n'en est pas un.
C'est un militant islamiste bien connu des services de renseignement. Il est fiché S et mène des campagnes d'intimidation contre ceux qui, selon lui, offensent l'islam. La veille, il a vu le message de Brahim Chnina sur WhatsApp et impose sa présence à la principale du collège. Tout le travail avec la principale du collège ce matin-là va être d'essayer de faire baisser la pression. Elle va essayer d'apporter des éléments objectifs pour expliquer que ce que eux disent, ce que eux prétendent et ce que eux relaient est factuellement faux. Mais eux n'écoutent absolument pas ça et vont rester en fait dans l'idée que le problème émane de la diffusion des caricatures de Mahomet et de ce qu'aurait fait Samuel Paty à l'endroit des élèves musulmans. La principale notera lors de son audition: j'ai tout de suite vu qu'aucun dialogue n'était possible. Ils ne voulaient qu'une chose, que M. Paty soit exclu. Ils m'ont menacé de venir manifester avec les musulmans devant le collège et d'alerter la presse. Le père de famille ne veut pas croire la chef d'établissement. Désormais conseillé par un militant islamiste aguerri, il lance une campagne de dénigrement contre Samuel Paty. Brahim Chnina allume des mèches. À 14h15, il envoie un message aux fédérations des parents d'élèves pour les rallier à sa cause. Donc le 8 octobre, un message est déposé sur le formulaire de contact de notre site internet. On s'est rendu compte très rapidement que ce message en fait était un copier-coller du message qu'il diffusait sur les réseaux sociaux. Ce qui nous choque à ce moment-là, c'est qu'on sait parfaitement que les cours d'éducation morale et civique ne se déroulent pas de cette façon-là. C'est un mail qui est parfaitement inhabituel et qui nous laisse tout à fait perplexes. Brahim Chnina fait aussi pression sur la communauté musulmane locale, comme le raconte cette mère de famille. Et oui, lui, effectivement, il cherchait la perquisition, oui, il est venu me voir. Moi, j'ai dit que j'étais pas concerné par ça, qu'il fallait qu'il arrête de s'acharner contre le prof et qu'il fallait qu'il tourne la page. Ah oui, mais vous êtes musulman, faut pas accepter ça. Je lui ai dit non, là, je pense que vous mélangez tout. Ouais, il voulait vraiment. Ce monsieur était quand même déterminé. À partir du moment où il a publié, forcément, c'est là où ça a dégénéré, quoi. En fin d'après-midi, Brahim Chnina et sa fille franchissent un cap. Ils vont porter plainte contre Samuel Paty au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine pour publication de vidéos pornographiques sur mineurs. Devant les policiers, la jeune fille réitère son mensonge qui devient alors officiel. Il a diffusé une image en disant « ça c'est le prophète Mahomet ». Voyant cela, j'ai levé la main et je lui ai dit qu'il ne devait pas montrer cela. Il m'a répondu qu'il montrait ce qu'il voulait et m'a dit « du balai, tu perturbes trop mon cours » en montrant la sortie avec son bras. Quand on commençait à voir les conséquences, pour moi, elle aurait dû avoir l'éveil d'y penser. Mais après, on parle d'une élève de 4e. Une élève de 4e qui a 13-14 ans. Est-ce qu'un enfant de 13-14 ans comprend ce qui se passe? Je ne sais pas. Comment cet élève a pu s'enfermer si longtemps dans le mensonge? Nous avons recueilli les propos de sa mère. La jeune fille est aujourd'hui scolarisée dans une autre ville. C'était une gamine de 13 ans qui n'a pas menti dans sa vie, en fait. Et elle n'a jamais voulu ce drame. Moi, mes enfants sont très, très, très gentils. Et comment vous analysez ce qui s'est passé? Vous pensez qu'elle a eu peur de son père? Tous les enfants, ils ont peur de leurs parents parce que nous, l'éducation première, c'est la réussite à l'école. Donc je pense qu'elle a dû se dire dans sa tête, on en parle, hein, vous savez, avoir une psychologue, on en parle. Et elle me dit, en fait, j'ai même pas pensé à quoi qu'il puisse arriver. J'ai juste pas voulu vous décevoir. Je peux pas croire que tout ça vient d'elle, dans le sens où, en fait, il suffit juste de voir qu'elle était pas là au cours et qu'elle était notée absente. Et donc, si le mensonge il a été entretenu, c'est pas d'elle, en fait. Pour moi, c'est du père et de l'entourage, en fait, qu'il y avait après. Jusqu'au soir, ce 8 octobre, le père de Zora n'a eu de cesse de relayer ce mensonge. À 19h22, il publie une vidéo qui va enflammer les réseaux. Il a dit que c'était le prophète des musulmans. Quel est le message qu'il a voulu passer à ses enfants? Quelle est la haine? Pourquoi cette haine?
pourquoi un prof d'histoire se comporte comme ça devant des élèves de 13 ans. Et à mon avis, il se comporte comme ça depuis plusieurs années. Si vous voulez qu'on soit ensemble et qu'on dise « Stop, touchez pas à nos enfants », envoyez-moi un message. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants. Il doit aller s'éduquer lui-même. Merci de partager un maximum. Je pense que vous êtes tous concernés. Je parle au nom de ma fille, mais vos enfants aussi. On leur fait la même chose dans la classe. Ce soir-là, Samuel Paty est chez lui. Il n'a pas encore vu la vidéo. Il espère que tout va s'apaiser. Mais dès le lendemain, la rumeur va s'intensifier, sortir des frontières du collège. Samuel Paty va se retrouver seul face à la menace. Ouais, bonjour le collège de racistes. On a des infos sur vous, hein. On va s'occuper de votre Paty, d'accord? De votre collège et puis de votre professeur d'histoire, là. Si vous faites pas quelque chose rapidement, il va en prendre plein la gueule et votre collège aussi. Franchement, faites le nécessaire. Et rapidement. Parce que sinon, on va s'occuper de lui. Moi, je viens du Sud. On est de Montpellier. Vous voyez que ça nous concerne. Même si on est loin, on peut agir. On est clairement sur des menaces. On va avoir des menaces de punition, on va avoir des menaces de mort. Que ça soit pour Samuel Paty ou pour l'équipe, en fait. On a tous été atteints par la peur. Il y avait beaucoup de collègues qui étaient vraiment en panique, qui étaient en pleurs, qui ne pouvaient pas faire cours. On est vraiment dans l'interrogation de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va pouvoir se calmer ou pas? S'il y avait un danger, c'était pas possible que les autorités ne soient pas sur ce coup et que forcément on était protégé d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, j'essaie vraiment de rationaliser les choses pour évacuer la peur, quoi. Les rumeurs, on les entend qui viennent de la part de nos enfants, hein, qui rapportent les propos de la cour de récréation. Donc le principal qualificatif que l'on entend, c'est « Monsieur Paty est raciste ». Donc évidemment, nous, ça nous inquiète. On sent le poids des réseaux sociaux. C'est une rumeur qui va prendre dans l'école, c'est ça qui est dramatique aussi, et dont Samuel Paty a beaucoup souffert. Ces derniers jours au collège, malheureusement, tout bon professeur qu'il était, il les a vécus seuls, il les a vécus montrés du doigt, il les a vécus jugés, maltraités. Une personne prend la mesure du danger. La principale du collège. Dès le 9 octobre au matin, elle alerte le rectorat de Versailles. Elle va faire ce qu'on appelle un fait établissement niveau 3. Un fait établissement, c'est une alerte qui est donnée au rectorat. Le niveau 3, c'est le plus haut niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'il se passe un événement extrêmement grave qui menace l'établissement ou les membres de l'établissement. Elle ne va pas arrêter. Elle ne va pas arrêter de le faire tous les jours. Elle va contacter les renseignements territoriaux. Elle va prendre attache avec le commissariat. Elle va prendre attache avec le maire de Conflans. Elle se démène. La principale doit aussi faire face à des enseignants de plus en plus divisés. Car certains commencent à douter de Samuel Paty. A-t-il bien fait de montrer ses caricatures de Charlie Hebdo? A-t-il bien agi avec ses élèves de 4e? En salle des professeurs le matin, j'ai essayé de mettre un peu les points sur les i. J'ai dit aux collègues qu'il fallait arrêter déjà de faire circuler des rumeurs sur ce qui s'était passé. Il fallait attendre d'en savoir plus. Parce que moi, je sentais qu'il y avait une espèce de suspicion, d'ébullition, et je voulais aussi répéter, c'était important pour moi qu'il fallait être solidaire avec notre collègue, quoi. En fin de journée, la chef d'établissement envoie un email à tous les enseignants. Elle leur demande de rester soudés. Mais cette unité va se fissurer dès le lendemain. Ce samedi matin, Samuel Paty est seul chez lui.
Il vient de vivre une semaine éprouvante et se réjouit de passer du temps avec son fils de 5 ans qu'il doit retrouver dans la soirée. Depuis son divorce, il s'en occupe le mercredi et le dimanche. À 10h35, puis 12h06, 2 emails arrivent sur sa messagerie professionnelle. Ils sont aussi envoyés à tous les enseignants et à la principale. J'écris ce message aujourd'hui car j'éprouve le besoin de dire que je ne soutiens pas notre collègue. Je refuse de me rendre complice d'une situation dans laquelle je me trouve plongée, malgré moi. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes et a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance. Mais il a aussi commis un acte de discrimination. Mon éthique m'interdit de me rendre complice de ce genre de choses. Moi, ce principe de lynchage public, je trouve pas ça acceptable. Je me dis si j'avais subi la même chose, mais je ne sais pas dans quel état j'aurais été. Et je ne sais pas comment Samuel a pu refaire une semaine de cours avec cette pression de 2-3 collègues qui n'étaient pas d'accord avec lui. Enfin, quand un collègue est en danger, il n'y a pas de débat d'idées à faire, en fait, sur le bien fondé de son cours, de sa manière de faire. Enfin, c'est complètement hors sujet, quoi. C'est indécent. Nous avons contacté l'un des enseignants qui a envoyé ce mail de désapprobation à Samuel Paty. Lui aussi aborde tous les ans le thème de la liberté d'expression, mais dit être en désaccord avec la pédagogie de son collègue. Voici les propos qu'il nous a tenus. Alors, je suis d'accord pour montrer les caricatures. C'est juste que mettre des enfants dehors parce qu'ils sont comme ci ou comme ça, enfin, les mettre plutôt leur proposer, mais c'est des enfants en fait. Donc leur proposer gentiment, leur donner le choix, bah, c'est déjà une erreur pour moi. Et donc moi j'estime qu'il a commis une maladresse. Mais rien de plus. Il a commis une maladresse de bonne foi. C'était pas un provocateur ou je ne sais quoi, c'était un type de bonne foi qui a juste fait une boulette à un moment. Et d'ailleurs, il y a la moitié des profs qui étaient du même côté que moi à l'époque. Hein. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pensait? Bah, il pensait qu'il avait fait une boulette. Et vous regrettez pas, vous, d'avoir envoyé ce mail? Ah bah non, non, pas du tout. Mais est-ce que c'était vraiment le moment d'envoyer ce mail alors qu'il y avait beaucoup de tension à ce moment-là? Non mais ça, personne ne le savait. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas compris avant même le crime. Parce que comprendre que Samuel est menacé, c'est une chose, mais comprendre à quel point, c'en est une autre. Et vous avez pu lui parler? Ah non, il était vraiment fâché contre moi. C'était pas possible de lui parler. Pour moi, c'est juste le symptôme de collègues qui ont peur, qui cherchent à se protéger eux, à se dédouaner, à se désolidariser. Enfin, en fait, ils disent, nous, on fait pas comme cette personne, on n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, si jamais quelqu'un attend devant le collège, surtout, ne nous visez pas, quoi. Samuel Paty, lui, est abasourdi par ces attaques. Mais il ne veut pas en rester là. Il attend le dimanche soir pour envoyer sa réponse à tous les enseignants. À 22h16, dans un long mail, il explique précisément le déroulé de son cours et affirme de nouveau qu'il n'y a pas d'absence de respect à la laïcité. Il termine son message par ces mots alarmants. Et l'information qu'il nous donne à la fin de son mail, c'est qu'il est menacé non seulement lui, mais l'ensemble des collègues par des extrémistes religieux, des islamistes locaux. En fait, ce sont des termes très forts. Et je pense que ça a réellement accentué la peur chez les collègues. Et là, je comprends que ça va très très loin. C'est sur le coup, je pense à moi, à me demander si il y a quelconque danger pour moi. Dès le lendemain au collège, la peur monte d'un cran. Une nouvelle vidéo fait son apparition sur YouTube. Son titre, l'islam insulté dans un collège public. Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. On exige la suspension immédiate de ce voyou parce que ce n'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. L'auteur de cette vidéo, c'est le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.
celui qui depuis le début conseille le père de famille dans sa campagne de dénigrement contre Samuel Paty. À ses enfants, quelle est la haine? Pourquoi cette haine? Dans ce montage de 10 minutes qu'il a lui-même réalisé, Abdelhakim Sefrioui commence par filmer l'entrée du collège. Nous sommes devant le collège, là où l'abject a encore eu lieu. Il va même jusqu'à interviewer la jeune élève qui a menti sur le cours de Samuel Paty, Zora. Salam alaikum. Désolé de te voir dans ces circonstances, mais peux-tu nous raconter exactement ce qui s'est passé? On était en train de faire un cours sur l'islam et mon prof, il a dit les musulmans lever la main. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ils ne respectent pas. Enfin, pour eux, on n'est pas égal à eux alors qu'on est humains comme nous. L'enquête de police montrera qu'il a totalement dirigé cette interview. Puis le militant devient offensif et appelle la communauté musulmane à se mobiliser contre l'État. Si jamais on accepte ça, demain, eh bien, on arrivera peut-être à ce qui s'est passé à Srebrenica, à ce qui s'est passé en Yougoslavie. Quand on entend le discours haineux du président de la République envers les musulmans, ça laisse présager des jours sombres. Donc, cette vidéo, elle érige véritablement Samuel Paty en cible, en homme à abattre. C'est une vidéo de 10 minutes qui est une vraie propagande. C'est une propagande, mais elle légitimise le passage à l'action de quelqu'un qui voudrait aller sanctionner ce professeur, qui est les musulmans, qui discrimine les enfants. C'est vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Je suis conseil des imams de France, je le dis, c'est inadmissible ce qui se passe. Et attention, si on n'agit pas vite, un drame va arriver pour nous musulmans. C'est ça ce qui est dit. Ce qui est intéressant avec la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui, c'est qu'en fait, elle va toucher une catégorie, on va dire, plus aguerrie de militants islamistes, parce que c'est quelqu'un qui a déjà une audience. Plus accepter. Une audience qui a de l'impact. Qu'est-ce qu'il y a de plus blâmable que des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam? Abdelhakim Sefrioui a l'habitude de menacer élus, responsables religieux ou enseignants, comme il l'a fait pour Samuel Paty. La police est toujours là pour protéger les voyous. Ça se passe très bien de notre côté. En 2011, cette proviseure adjointe a vu le militant islamiste faire irruption brutalement dans son lycée de banlieue parisienne. Elle venait de faire un rappel à la loi sur la laïcité à des élèves qui portaient des tenues religieuses. Il se fait là aussi passer pour un imam. Il est très agité, aussitôt il hurle, vocifère. Et puis, il pointe son doigt vers moi en disant « Et vous, vous êtes une nazie ». C'est quand même une tentative d'intimidation. Quand on vient dans un établissement avec des propos accusateurs, péremptoires, avec cette accusation très forte d'être une nazie, ces accusations aussi d'islamophobie, il voulait nous asséner ces vérités. La toile Internet s'est enflammée. Il y a eu mon nom et celui de la chef d'établissement et on nous promettait de nous brûler. Il y avait des mots très violents. Je pense qu'à l'époque, le rectorat n'a pas pris la mesure de l'ampleur de cette affaire et de qui nous avions en face de nous. La proviseure adjointe a porté plainte. Il n'y a pas eu de suite. Le militant islamiste est pourtant suivi par les services de renseignement. Noam Anwar l'a surveillé pendant 10 ans. Moi, j'ai eu des procédures qui concernaient Sefrioui, où il avait été placé en garde à vue. On recevait un avis de classement nous disant infraction insuffisamment caractérisée, puis classement sans suite et au revoir. Les autorités françaises se sont révélées, je veux dire, impuissantes face à son attitude. On a senti le danger arriver. Et à la fin, bon, ça n'a servi à rien. Concernant Monsieur Sefrioui, je ne perçois absolument pas de violence dans son discours. C'est quelqu'un voilà, d'engagé politiquement. C'est quelqu'un aussi de pratiquant sur le plan religieux, mais je ne l'ai pas vu justement mélanger des idées religieuses avec des idées politiques, et je ne l'ai jamais vu prôner aucune action violente.
Selon moi, juridiquement, Abdelhakim Sefrioui n'a absolument aucune responsabilité dans la chaîne d'événements ayant conduit à la mort de Samuel Paty. Au collège du Bois d'Aulne, ce lundi 12 octobre, la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui inquiète les enseignants et la direction, d'autant que les commentaires qui l'accompagnent sont très menaçants. Quand je suis arrivée au collège le lundi, il y avait beaucoup de collègues qui étaient vraiment en panique, qui étaient en pleurs, qui ne pouvaient pas faire cours. Donc moi, je suis allée voir la chef d'établissement et je lui ai dit qu'il fallait faire une réunion. Il fallait communiquer aux collègues sur justement les questions de sécurité. Pour répondre aux inquiétudes des enseignants, un représentant du rectorat est dépêché au collège, le seul qui se déplacera en 11 jours. Ce référent laïcité est au courant des menaces, mais ce n'est pas sa priorité. Ce qui était étonnant, c'était surtout la disposition des personnes. On avait vraiment l'impression d'un tribunal. Samuel Paty était très très stressé. Il passait son temps à mettre du gel hydroalcoolique sur ses mains. En fait, moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il était obligé de se justifier face au référent laïcité. Il va être sommé de s'excuser, ce qu'il ne fera pas, et il a raison. Il a raison, il tient bon, il a raison de ne pas s'excuser. Et en fait, c'est tout ce que va apporter ce référent laïcité. C'est de rappeler les règles de laïcité, de pointer du doigt ce professeur qui est bien seul, et de faire un rapport pour dire que la situation est apaisée. Il y a un surveillant qui a demandé si jamais il y a un individu armé qui se présente devant la grille, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'il nous a dit qu'il allait avoir des patrouilles de police, mais qui ne seront pas là tout le temps. Les réponses qui ont été apportées ne sont pas à la mesure du danger qu'on ressent à ce moment-là. Avec les risques, avec les commentaires qu'on pouvait voir, les risques qu'on pouvait prévoir, oui, il y aurait dû avoir quelque chose de mis en place. On aurait dû le mettre sous protection et l'obliger à rester chez lui. Le rectorat de Versailles ne semble pas voir le danger, tout comme les services de renseignement des Yvelines, pourtant chargés de la prévention du terrorisme. Je mets la main sur une note du renseignement territorial des Yvelines qui, elle, est datée du 12 octobre. Quand je lis cette note, à aucun moment, on a l'impression qu'il réalise un quelconque risque terroriste. Ce document occulte totalement les menaces à l'encontre du professeur d'histoire. La communication entre la direction et les familles a visiblement permis d'apaiser les tensions. Au sein du collège, aucune tension n'est palpable, tant du côté de la communauté éducative que des fédérations de parents d'élèves. Cette note, la conclusion est lunaire. Situation apaisée, le dialogue a repris, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà moi ce que j'y lis dans cette note. Je n'y lis pas une situation apaisée. Tous les éléments sont réunis pour que ce soit une véritable poudrière. Pour moi, qui travaille sur ces questions depuis des années, ça m'interpelle. Ça m'interpelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que les caricatures de Mahomet, c'est systématiquement, en France, le point le plus incandescent, le plus inflammable, avec une obsession des organisations terroristes pour ce sujet-là. Dans la note des renseignements, un autre passage étonne le journaliste. Pour l'heure, les responsables de la communauté musulmane locale ne se sont pas manifestés. On voit très bien que le renseignement territorial n'envisage pas autre chose qu'un trouble à l'ordre public local. C'est pas parce que la polémique ne prend pas au sein de la communauté musulmane locale qu'aucun passage à l'acte n'aura lieu par un combattant qui va venir d'un autre endroit du territoire français. Un aveuglement des services de renseignement des Yvelines qui ont sans doute sous-estimé le caractère viral des vidéos qui ciblaient le professeur. Aucune veille n'a été faite sur les réseaux par leurs services. Samuel Paty est sans doute l'un des seuls à avoir compris la gravité de la situation. D'autant que la campagne de harcèlement contre lui ne faiblit pas. Il s'agit de dénoncer le comportement provocateur, gratuit d'un professeur. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte, cher Brahim. Ces derniers jours au collège, il se sent seul.
Samuel, je l'aurais vu à aucun moment durant la semaine. Je le croise pas et puis indirectement, j'ai l'impression qu'il cherche pas forcément à ce que les collègues puissent le voir. J'ai envie de lui en parler, moi de mon côté, de lui dire que je comprends sa situation, que s'il a besoin, qu'il n'hésite pas pour X ou Y raison. Mais je me dis, peut-être qu'en fait, il veut juste pas qu'on lui en parle et il veut juste que la semaine se fasse et qu'après, on oublie cet épisode et ciao, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas reparlé avec lui, mais quand je le croisais, j'ai l'impression quand même qu'il était pas très bien, quoi. Il allait plus vers nous pour discuter comme il avait l'habitude de faire. Il était beaucoup plus discret que d'habitude. Et j'ai même des collègues qui racontent cette période en disant qu'il rasait les murs. Pour tenter d'obtenir une protection qu'on ne lui donne pas, Samuel Paty se rend au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Il va déposer plainte contre son élève et le père de famille. Une plainte pour diffamation publique. Le professeur dénonce clairement les mensonges et tente d'alerter sur la situation. Il s'agit de fausses déclarations dans le but de nuire à l'image du professeur que je représente, du collège et de l'institution. Dans sa vidéo, M. Schnina m'insulte et me diffame dans l'intention de nuire. La principale fera de même. Ils espèrent que la plainte sera très rapidement traitée, que le professeur sera protégé. Car Samuel Paty redoute d'être agressé quand il sort du collège. Pour rentrer chez lui, il ne peut prendre sa voiture car la télécommande qui permet l'accès au parking du personnel est défectueuse. Il en attend une nouvelle. Il l'écrit sur le carnet qu'il garde toujours avec lui. Problème, badge voiture. Il note aussi « Demander à Paul de m'escorter ». Au moins 2 professeurs se sont proposés de le ramener chez lui jusqu'à ce fameux jour. Donc il a quand même reçu une certaine aide. En fait, les seuls outils qu'on avait, c'était de lui proposer de le ramener, ce qui était fait en fait déjà. Mais oui, indirectement, on comprend les enjeux, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, à notre niveau, enfin, on est au même niveau que Samuel en fait à ce niveau-là. Samuel lui-même avait pris quelques mesures, alors qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont aussi des mesures d'un homme un peu désespéré, hein, d'un homme inquiet, d'un homme seul et inquiet. Il avait mis un marteau dans son sac à dos pour pouvoir avoir une arme sur ses trajets collège-domicile. Et puis, il sortait avec un bonnet, une capuche et des lunettes de soleil, en plein mois d'octobre. Mais ce marteau, il révèle 3 choses. 1, la réalité de la menace. 2, le fait que Samuel manifestement craignait pour sa vie et avait peur, et sa solitude. Et 3, il révèle qu'il n'y a aucune autre mesure de protection qui a été mise en place, puisque s'il sent le besoin de mettre un marteau dans son sac, c'est bien qu'il n'a que ça. Alors que les services de renseignement affirment que la situation est apaisée, Abdullah Kanzorov, un Tchétchène de 18 ans, rédige une note sur son téléphone comme un ordre de mission. Collège Bois d'Aulne, Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie. Au 16 octobre, Abdullah Kanzorov va errer un peu autour du collège pendant plusieurs heures. Son but, c'est vraiment d'identifier et de reconnaître Samuel Paty. Donc il va commencer à prendre contact avec certains collégiens, des enfants qui sont là, et il va leur donner de l'argent pour qu'ils l'aident à cibler Samuel Paty. C'est extrêmement choquant moralement que des adolescents acceptent la délation contre des billets. C'est pas n'importe quelle dénonciation, c'est que derrière, il y a eu un assassinat. Si personne n'avait dénoncé Samuel Paty, on ne sait pas ce qui se serait passé. En tout cas, ça a facilité le terroriste. S'ils ont été capables de faire ça pour Samuel Paty, enfin moi aussi, quoi. Ça peut m'arriver aussi. Ils sont capables de faire ça à n'importe qui, avec n'importe lequel de leurs profs.
mais même un prof qu'ils apprécient. C'est pas eux les fautifs. Un élève de 13-14 ans, c'est entre guillemets influençable, c'est manipulable. On ne peut pas dire que c'est des enfants de 13-14 ans qui sont responsables de la mort de Samuel. Ce jeudi 15 octobre, Abdullah Kanzorov, un jeune Tchétchène de 18 ans, a un plan bien précis en tête. Dès 8 h du matin, il prend la route direction Rouen. À bord de la Golfe Blanche, 2 amis, Azim, un copain d'adolescence d'origine tchétchène, et Naïm, un franco-algérien qu'il a rencontré dans une salle de sport. Les 2 amis s'étonnent de ce voyage. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai besoin d'une arme. J'en ai besoin d'une chez moi en cas d'embrouille avec les Blacks. À 11 h 28, ils font une pause et sont filmés par une caméra de vidéosurveillance. Vers 13 h, ils se rendent dans une coutellerie à Rouen. Ils restent quelques minutes à l'extérieur du magasin, s'attardent sur un modèle, puis rentrent. La vendeuse se souvient des propos d'Abdullah Kanzorov. Ils étaient tout à fait normaux. Il dit voilà, je voudrais un couteau, je voudrais faire un cadeau pour l'anniversaire de mon grand-père. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez? Un couteau plutôt... Ben, il fait du jardinage, alors peut-être un couteau lame fixe, ça serait plus... Voilà. Et j'ai sorti ce que j'avais, ça a coûté 20 €. J'ai fait le paquet, ils sont partis, ça a pris 5 minutes en tout. Et moi, je sais pas combien de jours après, j'ai appris que... Enfin, voilà ce qui s'était passé avec M. Paty. Le jeune Tchétchène est déterminé. Il a choisi sa cible depuis 6 jours, le professeur d'histoire, Samuel Paty. Comment le terroriste en est-il arrivé à viser cet enseignant? Depuis plus d'1 an, Abdullah Kanzorov s'est radicalisé seul devant son écran jusqu'à en devenir obsessionnel. Il veut punir ceux qui, selon lui, insultent l'islam. Son parcours est émaillé d'échecs scolaires et de violences, comme le montrent ces vidéos qu'il a lui-même postées. Arrivé de Tchétchénie à l'âge de 6 ans, il vit avec sa famille à Évreux, à la cité de la Madeleine. À l'approche de ses 18 ans, il pratique un islam de plus en plus rigoriste. Kanzorov, il y a plusieurs signaux qui vont réellement montrer à ses amis proches qu'il est en train vraiment de suivre une trajectoire d'extrême radicalité jusqu'à l'engagement djihadiste. C'est d'abord, il va changer d'aspect physique, il va porter un peu plus l'habit religieux, il va se laisser pousser la barbe, mais surtout, il va mettre un drapeau de l'État islamique en fond d'écran de son téléphone. Il va refuser de serrer la main des femmes, il va expliquer que serrer la main des femmes, c'est encourager la fornication. Il va tenir des propos extrêmement homophobes. Il va manifester de l'antisémitisme parce qu'il va qualifier les Juifs de peuple maudit. Et il va multiplier comme ça les propos véhéments. Et puis depuis quelques semaines, depuis fin septembre, il cherche des cibles. Il cherche des gens qui blasphèment, qui, de son point de vue à lui, humilient le prophète pour aller venger le prophète. Et il ne s'en cache pas. Entre juin et octobre 2020, Abdullah Kanzorov poste plus de 3000 messages haineux sur Twitter, visibles de tous. Un seul signalement est remonté à la DGSI, la Direction de la Sécurité Intérieure, mais il ne sera pas traité. Si ce signalement avait été traité, probablement le compte Kanzorov aurait fait l'objet d'une surveillance, et là il aurait pu être constaté qu'Kanzorov était en recherche de cibles. Le discours islamique radical était clair, net et précis. À
À force de chercher un exutoire à sa haine, le terroriste va finir par tomber sur les messages du père de famille, Brahim Chnina. Ce voyou ne doit plus rester, son éducation nationale ne doit plus... Entre le 9 et le 13 octobre, Brahim Chnina et Abdullah Kanzorov vont échanger un certain nombre de messages sans qu'il ne soit possible de démontrer que Brahim Chnina savait quelles étaient les intentions réelles d'Anzorov d'assassiner Samuel Paty. Une chose est sûre, Abdullah Kanzorov est prêt à passer à l'acte. Il connaît maintenant l'adresse du collège et le nom du professeur. Le 16 octobre, il se rend à Conflans-Sainte-Honorine. Ce vendredi, c'est la veille des vacances de la Toussaint. Malgré les menaces, Samuel Paty est devant sa classe. Sur son carnet, il écrit « Rendre copie »,« Récupérer dessin », « Poser date de contrôle ». Il n'oublie pas ses élèves. Il n'aura jamais baissé les bras à n'importe quel moment. Toute la semaine, il aura fait les cours jusqu'à la dernière heure de cours, tout en sachant toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir, tout ce qui pouvait peser pour lui. J'ai trouvé ça quand même très fort qui reste toute la semaine. Toute la dernière semaine, j'ai l'impression qu'on a vécu en apnée. On a retenu notre souffle jusqu'au vendredi, on va dire, et on savait qu'il y avait les vacances qui arrivaient. Ça représentait finalement la fin de cette inquiétude, et en fait, dans mon souvenir, on n'en a plus trop reparlé. Un ami de Samuel Paty, professeur au collège, raconte les dernières heures passées avec lui. Le vendredi 16 à midi, on a mangé ensemble. À la fin du repas, il m'a proposé de jouer au ping-pong dans la partie prévue à cet effet dans la salle des profs. On a alors discuté. Il était très en colère, notamment contre les deux collègues qui ne voulaient pas le soutenir. Il était également très en colère contre M. Chnina. Il se sentait complètement dépassé par les réseaux sociaux. Il perdait clairement pied. Il m'a parlé aussi d'un contact sur Instagram, mais Samuel l'avait bloqué. Il a dit qu'il était fou. Il m'a dit quand même que globalement, il se sentait soutenu par l'ensemble des collègues. On s'est quittés et on s'est souhaité bonnes vacances. Samuel Paty poursuit sa journée de cours. Il doit sortir à 16h45. Abdullah Kanzorov, le terroriste, est en route en direction de Conflans-Sainte-Honorine. Son ami Naïm a accepté de le déposer contre 100 €. Dans son sac à dos, il a un tapis de prière et 2 couteaux, celui qu'il a acheté à Rouen et un autre plus petit. À 12h30, ils font un arrêt dans une zone commerciale à Cergy pour acheter 2 pistolets à billes. Anzorov n'a pas trouvé l'arme qu'il cherchait. Ce pistolet factice lui servira à menacer la police. À 13h39, la Golf blanche s'arrête à une 50aine de mètres du collège. Abdullah Kanzorov sort de la voiture. Le but d'Anzorov, quand il est devant le collège, c'est d'identifier Samuel Paty pour être certain de frapper la personne dont on parle sur Internet depuis plusieurs jours, qu'il a lui nommément identifié depuis plusieurs jours, acte pour lequel il est absolument persuadé qu'il va être héroïsé par la scène islamiste radicale mondiale. Mais le terroriste ne connaît pas le professeur d'histoire, Samuel Paty, et ne sait pas à quoi il ressemble. De 13h40 à 14h45, il fait des allers-retours devant le collège. Il passe devant la grille du personnel, puis l'entrée de l'établissement. Certains élèves le repèrent. On avait terminé un petit peu plus tôt les cours, donc avec ma copine, on a décidé de sortir. Et après, on a aperçu un monsieur habillé tout en noir derrière.
Moi, je l'ai vu, je le trouvais un peu bizarre, mais je me suis dit ça pouvait être un grand frère qui allait chercher son petit frère qui n'avait pas l'habitude d'aller le chercher. Et du coup, il a gardé dans la cour de récréation. À 14h46, Abdullah Kanzorov croise un élève qui sort du collège. Hakim a 14 ans, il est en 4e. Le terroriste l'interpelle. Si tu me montres Samuel Paty, je te donne 300 €. L'adolescent connaît l'enseignant qu'il a déjà eu en cours du soir. Il est étonné et demande à cet homme en noir ce qu'il veut. Anzorov lui dit plusieurs fois qu'il veut humilier Samuel Paty et le frapper. Ça ne se fait pas ce qu'il a fait, ce sale bâtard. Je vais venger le prophète. Le terroriste dit même vouloir grimper dans l'établissement pour trouver Samuel Paty. Il va jamais évoquer un assassinat. Néanmoins, il va quand même expliquer qu'il a l'intention de s'en prendre à lui, de le forcer à s'excuser et de rétablir, entre guillemets, l'honneur du prophète Mahomet. L'un des collégiens dit à plusieurs reprises qu'il a peur d'Anzorov. Anzorov est plus âgé que lui, il est grand, il est menaçant physiquement, et donc il se place sous la coupe grandissante d'Anzorov. Donc il y a un moment où il obéit, mais il n'a pas d'éléments pour savoir que Anzorov va tuer Monsieur Samuel Paty. L'adolescent accepte la proposition. Abdullah Kanzorov lui donne 150 € en billets de 10 et lui promet le reste après qu'il ait désigné le professeur. Pendant plus d'1 heure, ils vont rester devant l'établissement jusqu'à l'arrivée d'un groupe de collégiens. Car le terroriste a besoin d'autres personnes pour guetter Samuel Paty et surveiller les passages de la police. Le vendredi 16 octobre, vers 15h50, donc mon fils sort des cours. Et il a eu, je crois, dans la journée, un cours avec M. Paty. Il rentre à la maison directement, comme d'habitude, avec un groupe d'enfants, ses copains. Et en arrivant devant le gymnase, quelqu'un propose au groupe de l'argent pour lui montrer M. Paty. Donc les enfants commencent à poser la question, mais pourquoi vous voulez voir M. Paty? Donc le terroriste répond qu'il veut que M. Paty s'excuse de par ce qu'il a dit dans les cours de MC, avec les caricatures. Et donc là, mon fils le regarde et ce qu'il nous dit, c'est que la personne ressemble à un SDF, donc quelqu'un d'assez pauvre, mal habillé, mal rasé, mal coiffé, et il a une liasse d'argent et un iPhone, ce qui pour lui est quelque chose de bizarre. Et donc nous, on lui a toujours inculqué, quand tu vois quelque chose de bizarre, va-t'en. Et donc il a choisi de dire non et de ne pas prendre l'argent et de rentrer à la maison directement. Certains collégiens refusent, mais au total, ils seront 5 à se laisser convaincre. Comment ces élèves ont-ils pu se laisser influencer? Comment ont-ils pu accepter de dénoncer leur professeur? Ce qui m'a sidéré, c'est qu'un élève que j'ai eu, donc que je connaissais un peu, ait pu faire quelque chose d'aussi terrible, à savoir désigner Samuel Paty. Ce qu'il y avait de plus curieux et de plus étrange, c'est de voir que c'était des élèves qui étaient, même que pour certains j'appréciais, qui pouvaient être extrêmement polis. C'était peut-être pas les élèves qui travaillaient le plus, le mieux, mais c'était des élèves voilà, relativement bien élevés. Et on n'aurait jamais pu penser que, en fait, qu'il se fasse prendre à ce jeu-là, en fin de compte. Le fait qu'il y ait 5 élèves qu'il ait désignés, je trouve ça beaucoup. Je pense qu'il savait que c'était pas quelque chose de... Enfin, qu'il allait pas se passer quelque chose de positif. Je pense que les élèves dans l'établissement, ils n'avaient pas connaissance du contenu du cours de Samuel et ils avaient juste le résultat de ce que pour eux, Samuel représentait à ce moment-là. Et donc ça représentait une figure raciste. Donc c'est effectivement parce qu'on n'a pas expliqué aux élèves ce qui s'était passé dans le cours et on l'a fait que trop tard. Il y a des élèves qui se sont sentis légitimes de montrer Samuel Paty aux terroristes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont pas fait que pour l'appât du gain. Ils l'ont fait aussi parce que pour eux, c'était justifié.
Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que les enfants qui ont pris l'argent, j'en connais certains, qui n'ont rien de caïd, mais qui ont des situations sociales et familiales qui ne sont pas faciles. Donc on peut, à la rigueur, sans les excuser, comprendre le fait qu'ils aient besoin de prendre cet argent parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et c'est facile de dire, quand on connaît la fin, mais pourquoi ils ont fait ça? Eux, quand ils prennent l'argent, je pense qu'ils ne savent pas du tout ce qui peut se passer, en tout cas pas à ce point-là. Une demi-heure avant l'assassinat de Samuel Paty, un ultime mensonge va précipiter l'attentat. Le terroriste demande à Hakim, l'adolescent de 14 ans, d'appeler Zora, la jeune fille qui a menti sur le cours de Samuel Paty. Il veut savoir si elle dit la vérité. Lors de cet appel téléphonique, le mineur dit qu'il est accompagné d'un homme qui veut rencontrer Samuel Paty pour qu'il s'excuse, pour avoir des explications. Donc ça, elle le sait. Et elle réitère son mensonge alors qu'elle sait qu'il y a un tiers qui écoute la conversation. Mais c'est quelque chose qui est important dans le dossier. C'est quelque chose qui est décisif. En tout cas, sur le passage à l'acte d'Anzorov. À 16h45, la sonnerie retentit. À 16h51, Samuel Paty sort de l'établissement. Le matin, il avait demandé à un collègue de le ramener en voiture, mais celui-ci n'était pas disponible. Samuel Paty doit donc faire le trajet à pied. 11 minutes le séparent du collège à son domicile. On sait à ce moment-là que Samuel Paty, c'est quelqu'un qui a peur. Donc c'est quelqu'un qui rentre chez lui à pied, mais qui clairement n'est pas tranquille. À l'extérieur, Abdullah Kanzorov a identifié Samuel Paty grâce aux collégiens. Un groupe est avec lui et un autre surveille le passage de la police municipale. Puis le terroriste ordonne aux mineurs de s'en aller et suit le professeur rue du Buisson-Moineau. Anzorov va le suivre sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à arriver à un endroit où ils sont relativement seuls, et c'est là qu'il va décider de frapper et de passer à l'acte en le poignardant de plusieurs dizaines de coups de couteau, je crois à peu près 17, et va aller jusqu'à le décapiter. Des policiers municipaux tombent par hasard sur le terroriste. Ils ne sont que 2 et ne sont pas armés. Oui, le terroriste était pas loin, ils étaient en face de lui, tout simplement. Mais c'est qu'ils ont vu, tout simplement, la décapitation de Samuel Paty. Et j'en ai parlé avec les agents de la police municipale qui sont intervenus sur les lieux. Ce qui en est ressorti, c'était pour eux une forme de totale impuissance par rapport à ce qui s'est passé. Ils pouvaient rien faire. Ils pouvaient rien faire. Démunis, ils appellent en renfort la police nationale. Un voisin a filmé l'intervention. Abdullah Kanzorov est très menaçant. Il est déterminé à en finir et avance vers les policiers. Il a un couteau à la main et son pistolet à billes. Anzorov aura un dernier soubresaut devant un des fonctionnaires de police, va tenter de se relever pour essayer de répliquer jusqu'au dernier moment avant d'être abattu. Avant d'être abattu, Abdullah Kanzorov a posté une photo du corps de Samuel Paty sur Twitter, avec ces mots adressés au chef de l'État. J'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mahomet. L'un des premiers à arriver sur les lieux de l'assassinat est le maire de Conflans-Sainte-Honorine.
Au moment où j'arrive, le corps n'était pas encore recouvert. C'était brutal. Il découvre alors l'identité de la victime. Il connaissait le professeur et était venu dans sa classe 1 an auparavant. Le maire savait Samuel Paty menacé et avait lui aussi prévenu les services de renseignement. Je me refais quand même le film de la semaine qui vient de passer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Je me dis, est-ce que j'aurais dû encore relancer les choses, m'assurer que derrière, des mesures avaient été prises? Quelle décision d'enseignement territorial? Et la question que je me suis posée moi après, et que je me pose encore aujourd'hui, quelle est la chaîne de décision qui fait qu'à l'arrivée, rien ne se passe finalement pour protéger l'enseignant? Cet assassinat, il aurait pu être évité. Samuel Paty, il n'aurait pas dû mourir. Il n'aurait pas dû mourir parce que pendant 11 longues journées, on a connaissance de la situation, on a connaissance de la menace, on sait que c'est une cible. Il y a un attentisme, une inactivité qui est coupable. Ouais, qui est coupable. Depuis l'attentat, la police municipale de Conflans-Sainte-Honorine est armée et devant le collège, une grande grille verte a été installée pour protéger les élèves et les enseignants. Les mois d'après au collège étaient assez compliqués parce que c'est vrai que d'habitude on croisait toujours Samuel Paty dans les couloirs avec le sourire. Et là, ne plus le croiser, ne plus avoir cours avec lui, c'était bizarre. Il y avait une ambiance particulière. Nous, élèves du cours, on comprenait vraiment pas comment c'était possible d'en être arrivé là alors qu'il voulait juste enseigner, faire son cours comme tous les ans, comme d'habitude, un cours normal. Je pense que le nom de Samuel Paty, pour moi, ne doit pas sombrer dans l'oubli et il faut que les idées qu'il défendait puissent continuer de perdurer, en fin de compte, qu'on puisse continuer à les transmettre. Rendre hommage à Samuel Paty, c'est de faire réfléchir les élèves sur ce qui s'est passé, sur la laïcité et la liberté d'expression. Le fait qu'on a le droit en France de montrer des représentations figuratives du prophète et que le blasphème n'existe pas dans la loi française, que la critique en fait des religions, elle est autorisée, qu'on a le droit de rire de tout tant que c'est pas un appel à la haine. Donc on réexplique finalement la laïcité, on revient sur la définition, mais il faut sans cesse le faire. Pour avoir dénoncé leur professeur, les 5 adolescents encourent jusqu'à 7 ans de prison. Zora risque, elle, 1 an pour dénonciation calomnieuse. Le père de famille, Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, encourent jusqu'à 30 ans de réclusion. Ils seront jugés en 2024 avec 6 autres mises en cause dans l'assassinat de Samuel Paty.